il y a cette question. Cette question que je me suis toujours posée et que j'espère je me poserai toujours. Et si tu ne te la poses pas, je ne sais pas comment tu fais pour vivre. On voit qu'il y a un très fort lien entre la question que je refuse de vous poser et la vie, et le fait de vivre. Et j'ai l'impression qu'en cessant de te poser cette question, tu vis de façon consciente. Et c'est peut-être ça, vivre. Vivre correctement, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas tu vis parce que tu as conscience de vivre. Et c'est terrorisant. Qui suis-je ? La question n'est pas tant qui je suis, mais qu'est-ce que je suis ? Il ne faut pas la prendre dans un sens psychologique, même si pour cette notion, la frontière entre psychologie et philosophie m'a toujours semblé hyper floue. Ça n'est pas qui je veux être, à qui je veux ressembler, quelle qualité je veux avoir, qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi, mais plutôt, qu'est-ce qui fait de moi, moi ? Parce que le moi change en permanence. Je ne suis jamais la même personne. Et au-delà de savoir si j'existe vraiment, j'aimerais savoir ce qui existe. Si je change, qu'est-ce qui reste ? Mon corps n'est jamais le même, des millions de cellules se régénèrent constamment, si bien qu'en l'espace de 7 ans, mon ancien corps n'existe plus. Toutes les anciennes cellules sont mortes. Mais moi, je ne suis pas morte. Alors, qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que tu es ? Par ailleurs, je pourrais complètement nier ton existence. Non pas ton existence propre, mais ton existence dans ma vie, dans mon moi. Et ce, en une phrase, en une thèse. Berkeley affirme que notre rapport au monde n'existe qu'à travers nos perceptions. Si bien que la chaise sur laquelle je suis assise, je ne la connais que parce que je la vois, parce que je la sens. En même temps, je suis assise dessus, comment pourrais-je douter de ton existence ? Mais si tu supprimes toutes mes perceptions de cette chaise, elle n'existe plus. Je pourrais très bien n'être qu'un cerveau dans une bassine alimentée par des scientifiques qui me font croire à cette chaise alors qu'elle n'existe pas dans le monde extérieur. Cette chaise n'existe que par mes perceptions, à l'intérieur de moi. Cette chaise n'existe que grâce à moi. Et pour toi, c'est un peu la même chose. Par le compteur de vues placé sous la vidéo, je ne mets ni un visage, ni un nom sur toi, mais un chiffre. Et c'est la seule perception que j'ai. Sans scientifique, le nombre de vues pourrait être faux. Si bien que je perçois une centaine de personnes, alors que seulement 50 d'entre vous existent réellement. Et encore, peut-être que on me fait croire à ça, et dans une sorte de Truman Show, tout le monde se fout de ma gueule parce que je suis en train de parler à rien. Et lorsque tu prends conscience de ça, tu comprends d'autant plus pourquoi la question « qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que le moi ?» est aussi importante et aussi nécessaire. Quand je marche dans la rue et que je croise des passants ou des gens dans leur maison qui font la cuisine, qui font le ménage et regardent la télé, je suis obligée de me dire « waouh, ces gens ont une vie. Ces gens existent en dehors de moi. » Et c'est ça l'idée de Main Character finalement, parce que tout est centré autour de toi. Tout existe en fonction de toi. Parce que en réalité, tu ne sais même pas si le monde extérieur existe. Et ça, chez moi, chez ceux qui se posent la question, ça génère forcément, nécessairement, un sentiment d'absurde. Alors la question ne reste pas une réflexion d'insomnie ou de balade dans la rue. Elle devient une question d'existence. Si le monde n'a aucun sens, si on n'est même pas sûr qu'il existe, si l'existence humaine n'a pas d'objectif, je veux dire, on est sur Terre pour rien, on ne vit pour rien, la seule chose que je peux me permettre de savoir, dans un monde insensé, qu'est-ce que je suis ?
Parce que je peux douter de tout ça, mais je ne peux pas douter de mon existence. Si bien que la seule question philosophique est celle-ci. Et Descartes s'arrête à cette idée, le je existe. Et moi, je veux savoir comment il existe. Pour vous expliquer la thèse de Descartes, que je trouve fascinante, c'est le fameux cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Si je peux douter du monde, de la chaise, de vous, je doute. Et si je doute de moi, je reste tout de même à l'initiative de ce doute. La phrase « je doute de mon existence » est littéralement fausse, parce qu'elle prouve justement mon existence. Parce que je suis en train de douter. Et si je doute, j'existe. Mais dans la thèse de Descartes, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Je ne peux pas douter de l'existence du je pensant, le je sujet du doute, mais est-ce que je ne pourrais pas douter du moi ? Et pour ça, on doit partir d'un postulat, chose que je n'aime pas beaucoup. Il y a une différence entre le je et le moi. Est-ce que je peux me connaître ? Est-ce que je peux connaître moi ? Dans cette phrase, il y a deux formes du je, de ce qui fait référence à moi. Le je, sujet de la phrase, du questionnement, et le moi, objet de la phrase et du questionnement. L'individu serait divisé en sujet et en objet, alors même que l'individu est une unité indivisible, indivisée. C'est fou. On a alors cette impression d'un jeu incomplet, une sorte de conscience qui aurait besoin d'un support pour exister. Un support qui pourrait être le moi. Si par Descartes, le je est celui qui pense, je reformule ma question, qu'est-ce que le moi ? J'aurais tendance à penser que le moi est la forme du je au contact du monde. Que le moi est ce que je fais en tant qu'entité, contrairement au je qui est ce que je fais en tant qu'esprit. Et ce qui va encore plus de mindfuck, c'est que si le moi est au contact du monde, s'il est extérieur à moi, à je, alors on peut douter de son existence comme celle du monde. Et même si le moi appartient au je, il n'est pas je. Le moi pourrait être une forme d'identité sociale, le rôle du je, qui pourtant n'est ni comédien ni metteur en scène. En réalité, le moi échappe un peu au je. Ce qui explique ce sentiment plus ou moins fréquent d'une rupture entre soi-même. Je ne me reconnais plus, si tant est que j'eût pu me connaître, ou je me sens étranger. Si je me comporte différemment en fonction de la personne qui se trouve devant moi, au diable, qui suis-je ? Et qui est ce moi qui n'est pas vraiment moi puisqu'il change en fonction de l'autre ? Je déteste cette sensation de l'individu fractionné, divisé, alors qu'il se veut indivisible, unifié. Le moi échappe au je et le je m'échappe. Bienvenue dans votre nouvelle crise existentielle. Je reviens sur cette idée d'un moi social qui change en fonction de son milieu, de la personne en face de lui, du contexte, bref, un moi mouvant qui ne nous simplifie pas la quête de notre identité. L'autre en face de moi est presque aussi important que le moi, voire plus important que le moi. Et c'est terrible d'imaginer que l'autre pourrait avoir plus d'influence sur le moi que le je. L'autre, c'est un peu l'alter ego du moi. C'est un autre moi et autre que moi. Autrui, c'est le semblable et le différent. Parce que tu sais que l'autre n'est pas toi et pourtant, tu es un peu toi en fonction de lui et lui vis-à-vis de toi également. On désire ce qui est désiré.
C'est de là que naissent les mouvements de mode. En 2016, tu n'aurais jamais eu l'idée de trouver cool un hand spinner si autrui ne trouvait pas cool un hand spinner. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de goût propre ? Columbine, dans Teen Spirit, dit « Je ne sais pas qui je suis, mais je sais à qui je ressemble ». Et en vrai, c'est un peu ça. C'est pour ça que ça rassure d'être dans une communauté. Tu as aucun mal à voir les autres, définir autrui, mais quant à toi-même, c'est plus compliqué. Alors, si tu es entouré de personnes qui te ressemblent, même cause, même conséquence, l'autre est comme un miroir qui te permet de savoir qui tu es, ou comme le dirait Columbine, de savoir à qui tu ressembles. Et hypothétiquement, on pourrait dire que le moi existe en tant qu'alter ego d'autrui, que le moi n'existe que socialement. Et si tu doutes encore de son existence, il y a un moyen très simple de savoir que le moi est là, quelque part. Si je suis aimée, j'existe. Je ne parlerai pas beaucoup d'amour pour la simple et bonne raison que l'amour philosophiquement est juste triste. Alors, si tu le veux bien, laissons l'amour à la poésie. Quoi qu'il en soit, l'homme a besoin de reconnaissance, justement pour être sûr qu'il existe. Je ne sais pas ce qu'est le moi, mais il existe parce que je suis reconnue comme individu. Imagine que tu es dans un monde et que personne ne te voit. Imagine combien ce serait facile de douter de ton existence. Et avec raison, parce que si tu n'existes pas pour les autres et que le moi ne t'appartient pas, tu n'as pas de moi. Tu n'existes pas. Si je peux me permettre de me confesser, cette vidéo est pour les amoureux des questions plus que les réponses, parce que je n'ai pas de réponse convaincante à cette question. Je ne sais pas qui je suis, je sais simplement que si je suis capable de me poser cette question, c'est que quelque part il existe. Et que si je suis capable de passer des nuits en me demandant où est l'unité de mon individu, quel est le lien entre mon moi et mon je, c'est qu'il n'est pas très clair. Donc, ce dont je suis sûre, plus sensiblement que philosophiquement, c'est que mon moi est un fantôme que mon je cherche désespérément. Évidemment, il y a des philosophes qui ont proposé des réponses, comme John Locke par exemple, qui soutient que la mémoire, c'est elle qui permet ce sentiment d'unité durable entre le je et le moi. Je sais que celle qui a écrit cette vidéo et qui est en train de l'enregistrer est la même personne parce que je me souviens de l'avoir fait. Mais je ne sais pas si je suis vraiment satisfaite de cette thèse. Admettons que j'ai un accident et que j'ai une grosse perte de mémoire. Est-ce que je serais vraiment différente ? Est-ce que mon moi aurait changé ? Et surtout, la thèse de Locke présume une unité, or, ce n'est pas vraiment ce dont j'ai l'impression. Ainsi, je m'accroche au fait que je existe. Mais encore une fois, celui-ci n'existe seulement parce qu'il agit, qu'il se projette en des questions, en des réflexions, en des actions. Si je pense, je existe. Mais si je, tout seul, il n'existe plus. C'est pour ça que je veux continuer de me poser des questions sur le moi, pour être sûr au moins qu'un des deux existe. Et j'ai toujours dit, je n'ai pas peur de la mort, mais du je qui n'existe plus. Merci de m'avoir écouté.